Bonjour à tous, ce chapitre est consacré au noyau interphasique. Le noyau est le centre vital des cellules eucaryotes. Il a été identifié pour la première fois par le chercheur Robert Brown dans des cellules végétales et c'était en 1831. Le noyau est porteur de l'ensemble des messages génétiques et il est responsable aussi de la synthèse des ARN messagers, et de leur transmission au cytoplasme. Ces ARN messagers seront décryptés par les ribosomes au cours de la synthèse des protéines. Il est responsable aussi de la synthèse des ARNT, qui sont des véhicules des acides aminés au cours de la synthèse des protéines. Et il est responsable de la synthèse des ARNR. Le noyau fait exception au niveau des hématies, ça veut dire qu'au niveau des globules rouges, on ne retrouve pas de noyau. Il fait exception aussi chez les bactéries et chez les algues bleues, les cyanophycées. Pour mettre en évidence le rôle biologique du noyau, on réalise une expérience qui est la mérotomie. Cette mérotomie est une opération qui consiste à diviser une cellule ou un tissu en deux ou plusieurs parties. Pour cette expérience, on a pris une amibe, qui est un micro-organisme protozoaire, et on l'a divisée en deux. D'une façon qu'une partie de cette amibe va contenir le noyau et l'autre partie sera dépourvue du noyau. On remarque que la partie qui contient le noyau va survivre et la partie qui est dépourvue de noyau va dégénérer. Dans cette expérience, prouve que la présence du noyau est indispensable à la vie cellulaire. Le noyau interphasique est limité par une enveloppe nucléaire composée par deux membranes séparées par un espace périnucléaire. Cette enveloppe nucléaire entoure une région centrale fluide appelée le suc nucléaire ou le nucléoplasme. Dans ce suc nucléaire baignent un ou deux nucléoles de forme sphérique. Sur cette diapo, vous avez les différentes formes du noyau. Un noyau peut avoir la forme sphérique et vous avez comme exemple les hépatocytes, les cellules du foie, avec un noyau arrondi ou sphérique. La deuxième forme, c'est la forme allongée. Comme exemple, on a les cellules musculaires et là vous avez un tissu musculaire strié. La troisième forme, c'est la forme multilobée ou polylobée et comme exemple, on a les polynucléaires qui sont un des types des globules blancs. Là, vous avez des exemples concernant le nombre de noyaux par cellule. On a des cellules à noyau unique. Comme exemple, on a les cellules nerveuses. On a des cellules binucléées avec deux noyaux. Comme exemple, on a les hépatocytes. On a des cellules plurinucléées, plusieurs noyaux. Et comme exemple, on a les ostéoclastes. Et comme on a des cellules anucléées, ça veut dire sans noyau, dépourvues de noyau. Et on a comme exemple les hématies. Pour la position du noyau, en général, il occupe le centre de la cellule. Et vous avez comme exemple, pour mieux visualiser ceci, une cellule d'un muscle lisse, d'un tissu musculaire lisse, où le noyau occupe une position centrale. En bas à gauche, vous avez un noyau périphérique. Comme exemple, vous avez un adipocyte, une cellule adipeuse, où le noyau est écrasé par l'enclave lipidique ou la vacuole lipidique contre la membrane plasmique.
à droite, vous avez un noyau qui occupe la base ou un noyau basal. Et comme exemple, vous avez une cellule épithéliale. Pour la composition chimique du noyau, un noyau est composé d'eau, de sels minéraux, de lipides, d'acides aminés, de protéines et d'acides nucléiques. L'ADN, acide désoxyribonucléique, et l'ARN, acide ribonucléique. Le rôle principal des acides nucléiques est la synthèse des protéines. Cette synthèse exige la fabrication des acides aminés. Leur association dans un ordre bien précis permet de former la chaîne peptidique. Intéressons-nous à l'ADN, qui est une macromolécule qui peut être parfois très longue, formée de 2 chaînes hélicoïdales contenant les informations nécessaires à la synthèse des protéines. Cette chaîne polynucléotidique est composée d'éléments appelés les nucléotides. Chaque nucléotide est composé par un nucléoside plus un phosphate. Et un nucléoside est composé par une base azotée plus un sucre. L'enchaînement des nucléotides détermine la succession des bases dans l'acide nucléique, ce qui constitue le message génétique. On classe les bases azotées en 2 groupes. On a les bases puriques représentées par l'adénine et la guanine et les bases pyrimédiques représentées par la cytosine et la thymine. Et bien sûr, ces bases azotées sont complémentaires. Concernant l'acide ribonucléique, c'est une chaîne polynucléotidique où le désoxyribose est remplacé par le ribose et où la base azotée thymine est remplacée par l'uracile. Les 3 types d'ARN sont l'ARN ribosomique, l'ARN messager et l'ARN de transfert. L'ARN ribosomique et l'ARN messager ont un haut poids moléculaire par rapport à l'ARN de transfert qui a un faible poids moléculaire. Contrairement à l'ADN, qui est bicaténaire, ça veut dire qu'il est composé par une double hélice, l'ARN, il est monocaténaire. L'ARN messager copie des régions fonctionnelles du gène sous forme de séries de codons. Il faut savoir qu'un codon est composé par 3 bases. Le premier codon du début de lecture est sous forme de AUG et le dernier codon a 3 formes, soit UAA, soit UAG, soit UGA. L'ARN messager transmet les messages au cytoplasme sous forme de répliques d'ADN. Ces ARN messagers sortent du noyau par les pores de la membrane nucléaire et s'associent à des ribosomes qui sont le siège de la synthèse des protéines. Concernant les protéines nucléaires, elles sont classées en 2 groupes. On a les protéines histones et les protéines non histones. Concernant les histones, elles sont riches en arginine et en lysine, qui sont des acides aminés, et pauvres en tryptophane, qui est aussi un acide aminé. On a 5 classes de protéines histones. On a H1, H2A, H2B, H3 et H4. Pour les protéines non histones, ce sont des protéines régulatrices de la transcription. Elles sont riches en tryptophane, contrairement aux histones, et leur particularité, c'est qu'elles renferment des enzymes. Un autre titre maintenant, c'est celui des annexes du noyau.
La première annexe du noyau, c'est le centre cellulaire, qui est une formation cytoplasmique caractéristique des cellules animales. Dans une cellule interphasique, le centre cellulaire est représenté par deux centrioles entourés par le centrosome. Les deux centrioles sont entourés par un matériel péricentriolaire qui est sous forme d'un nuage de matériel amorphe dont l'origine est la condensation du cytoplasme. Ce nuage est appelé centrosome. Les centrioles sont contournées aussi par des fibrilles rayonnantes appelées astrosphères ou astères. Il faut savoir que si une cellule ne possède plus de centrosome, elle perd sa capacité mitotique. Ça veut dire qu'elle ne peut plus se diviser. Il faut savoir aussi que dans une cellule végétale, il y a un centrosome, mais pas de centriole. Ce centrosome est appelé calotte polaire. Le centre cellulaire est à l'origine de la formation du fuseau achromatique. Les centrioles jouent un rôle de sphère directrice au moment de la division cellulaire. Cela veut dire qu'au moment de la séparation des chromosomes ou des chromatides, c'est les centrioles qui vont diriger chaque groupe de chromatides ou de chromosomes vers les deux pôles opposés. Concernant toujours les centrioles, qui ont une forme cylindrique et dont chacun est composé de 9 groupes de 3 tubules, appelés les triplets. Pour les dérivés centriolaires, en effet, certaines cellules animales sont douées de mouvements et se déplacent grâce à des cils et des flagelles. Si on prend le flagelle, il a la même structure que le centriole, puisqu'il dérive du centriole. Sauf qu'il est constitué non pas de 9 triplets, mais de 9 doublets, auxquels s'ajoutent 2 microtubules centraux. Maintenant, on va parler de la chromatine, qui est composée d'ADN et de protéines. La chromatine, c'est quoi? C'est tout simplement des chromosomes déspiralisés. Cette chromatine est présente pendant l'interphase, alors que le chromosome est visible et présent lors des divisions cellulaires. Dans un même noyau, la chromatine a deux aspects, l'hétérochromatine et l'euchromatine. L'hétérochromatine est très condensée, contrairement à l'euchromatine qui est moins condensée. L'hétérochromatine, sous microscope électronique et bien sûr après coloration, paraît foncée. L'euchromatine paraît claire. 80% de la chromatine est une hétérochromatine. Ce qui reste, c'est-à-dire les 20% qui restent, c'est de l'euchromatine. L'hétérochromatine est située généralement à la périphérie du noyau. C'est pour ça qu'on l'appelle membrane chromatique. L'euchromatine est située au centre du noyau et pour cela, on l'appelle chromocentre aussi. L'hétérochromatine est peu active lors de la transcription. Donc, elle représente l'ADN inactif car il n'est pas transcrit. C'est la partie qui n'est pas transcrite. L'euchromatine est génétiquement active. Elle représente l'ADN qui sera transcrit, ça veut dire qui sera répliqué. La chromatine, qu'elle soit hétérochromatine ou euchromatine, est organisée de la façon suivante. C'est un nucléofilament qui ressemble à un collier de perles composé par des nucléosomes reliés les uns aux autres par des liens internucléosomiques. Chaque nucléosome correspond à un octamère distal, composé par 8 sous-unités protéiques. 2H2A, 2H2B, 2H3,
plus 2H4. L'histone H1 est sous forme de crochet par lequel passe l'ADN. Là, on passe à l'enveloppe nucléaire, qui est un complexe membranaire caractéristique des eucaryotes. C'est une double membrane lipidique, donc une double bicouche lipidique. Elle contrôle les échanges entre le noyau et le cytoplasme. On les appelle les échanges nucléocytoplasmiques. Elle sépare le matériel génétique du cytoplasme pendant l'interphase. Donc, elle protège ce matériel génétique. Cette enveloppe nucléaire disparaît au cours de la division cellulaire pour se reformer dans les cellules filles. Parlons-en de cette bicouche lipidique. On a donc une bicouche externe et une bicouche interne. La bicouche externe est en continuité avec les membranes du réticulum endoplasmique et la bicouche interne, elle est en regard du nucléoplasme et en contact avec la lamina. Lamina qui est une protéine fibrillaire. Entre ces deux bicouches, donc la bicouche externe et la bicouche interne, il y a ce qu'on appelle l'espace périnucléaire, dont l'épaisseur est de entre 10 à 20 nanomètres. C'est une zone qui communique directement avec les cavités du réticulum endoplasmique. Elle est occupée par des protéines caractéristiques comme l'hémérine. Pour la lamina, elle se confond avec la couche d'hétérochromatine. Elle intervient dans la synthèse des protéines. Elle intervient dans les échanges nucléocytoplasmiques. Et aussi, elle intervient dans la dissolution et la reconstitution du noyau. Les deux membranes nucléaires s'unissent de place en place, formant des perforations circulaires de diamètre identique, appelées les pores nucléaires. Mais malgré cette continuité, les deux membranes nucléaires sont chimiquement distinctes. Les pores nucléaires ont une structure complexe et leur nombre est proportionnel à l'activité de la cellule. En effet, plus la cellule est active et plus le nombre de pores est important. Ce sont aussi des structures dynamiques qui disparaissent et réapparaissent selon le besoin du noyau. Chaque pore nucléaire est inclus dans un complexe de protéines formant ce qu'on appelle l'annulus. Chaque annulus est formé par 8 particules protéiques. À l'intérieur du noyau, on retrouve aussi le nucléole, qui est responsable de la synthèse des ARN et de la fabrication des ribosomes. Il est présent dans le noyau pendant l'interphase et il joue un rôle dans la préparation à la mitose.